alerte sur les possibles dangers des pesticides sur la santé et l'environnement. Les riverains des champs cultivés s'inquiètent. Certains ont décidé d'agir. Dans toute la France, plus de 100 maires ont pris des arrêtés interdisant l'utilisation de pesticides à proximité des habitations, provoquant la colère et l'incompréhension des agriculteurs. Les maires, moi je pense qu'ils deviennent fous. Alors, riverains contre agriculteurs, la guerre des pesticides aura-t-elle lieu ? Donc, depuis quelques mois, les polémiques autour des produits phytosanitaires se multiplient. On voit souvent d'un côté les agriculteurs qui défendent leur métier et de l'autre des riverains ou des maires qui tentent d'interdire les pesticides avec des arrêtés anti-pesticides. C'est pourquoi le gouvernement a lancé une consultation publique le 9 septembre dernier pour proposer la mise en place de zones non traitées, ZNT, le long des habitations. Donc pour aborder cette table ronde, nous invitons autour de la table Ludivine Campbell, chargée d'études juridiques en droit de l'environnement à la FDSEA. Voilà. Ouais. Donc ensuite, Laurence Legrand, donc conseillère à la Chambre d'agriculture de l'Oise et au CETA d'Attigny. Bruno Schmitt, également conseiller à la Chambre d'agriculture de l'Oise et spécialiste en pulvérisation. François Lefebvre, agriculteur et maire au Plessis-sur-Saint-Just, ainsi que Jean-François Langlais, agriculteur touché par ce projet de ZNT. Donc pour commencer, Madame Campbell, pouvez-vous nous définir qu'est-ce qu'une ZNT et comme ce n'est pas un nouveau terme, dans quel cas les agriculteurs les retrouvent déjà sur leur exploitation? Alors, une ZNT, c'est selon l'arrêté du 4 mai 2017, une zone caractérisée par sa largeur, définie pour un usage d'un produit phytosanitaire, utilisé dans les conditions prévues de sa décision d'autorisation de mise sur le marché, ou par le présent arrêté, ne pouvant recevoir aucune application directe par pulvérisation poudrage de ce produit. En termes plus clairs, une ZNT, c'est une distance sur laquelle on ne peut pas appliquer de produit phytosanitaire. Elle est définie par le marché, c'est-à-dire que chaque produit reçoit par le ministère une autorisation d'être délivrée et utilisée sur le sol français. Et donc, selon le type de produit, il peut être mis sur le bidon une distance de laquelle on peut, enfin une distance où on ne peut pas épandre ce produit. Donc ces distances, effectivement, elles étaient à l'origine plutôt sur les cours d'eau. Donc c'est un arrêté du 12 septembre 2006 qui instaure les ZNT sur les cours d'eau. Donc donc cet arrêté définit des points d'eau desquels on ne peut pas épandre de produits phytosanitaires. Donc ce sont les points d'eau qui sont définis par les éléments du réseau hydrographique des cartes IGN à 25 millième. Donc en gros, à la distance du point d'eau à 5, 20 ou 50 mètres, selon ce qui est écrit sur le bidon du produit phytosanitaire, on ne peut pas épandre de produits, sauf si on met une bande enherbée, qu'on recueille ces épandages sur un cahier d'enregistrement et qu'on met des bus anti-dérive. Dans ce cadre-là, on peut ramener toutes les ZNT à 5 mètres des cours d'eau. Donc, en gros, la première protection qui a été mise, la première zone de non-traitement, elle est vraiment pour protéger la ressource en eau. Simplement, cet arrêté a été contesté par la Fédération des pommes-poires. En 2016, le Conseil d'État a annulé cet arrêté qui concernait uniquement les points d'eau. Il a été repris le 4 mai 2017 par le ministère pour remettre à l'identique, mais en tout cas, il a ouvert une porte vers la question vraiment de quels sont les éléments qui doivent être protégés par les ZNT. Voilà. Et donc, quels sont les épandages qui sont susceptibles d'être concernés par ces ZNT le long des habitations?
Sur le long des habitations, d'abord il y avait un premier arrêté qui a été pris sur les personnes vulnérables. Donc dans l'Oise, cet arrêté existe depuis plus de 2 ans. Donc il vise les hôpitaux, les écoles, les espaces habituellement fréquentés par des élèves, des femmes enceintes, des établissements hospitaliers, etc. Donc en gros, l'idée première, c'était de protéger les riverains vulnérables. Le Conseil d'État, encore une fois, a cassé une décision qui concernait les arrêtés d'indemnité et qui a ouvert encore plus grande la porte de la question de savoir qui on devait protéger. En gros, dans les maisons, aujourd'hui, on considère qu'il y a, et c'est l'arrêté, qu'il y a des personnes qui peuvent être dites vulnérables. Il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, il y a des jeunes. Le Conseil d'État a considéré qu'on ne protégeait pas actuellement ces personnes-là de l'épandage des produits phytosanitaires et que du coup les arrêtés zones vulnérables, personnes vulnérables n'étaient pas suffisants pour protéger les riverains. Et donc a mis à consultation du public l'arrêté qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc ce que je voulais dire, c'était que l'épandage va concerner tous les produits, même les produits de biocontrôle, à partir du moment où ils sont à côté d'une habitation, d'une zone habituellement occupée par des personnes qui pourraient être vulnérables. Et donc on va même retenir la frontière des jardins d'agrément. Voilà. Merci. Et donc, on entend parler du coup de 3, 5, 10, voire 150 mètres. Est-ce que c'est donc à quelle distance devrait-on vraiment s'attendre? Est-ce qu'elles peuvent varier du coup en fonction des produits et des cultures? Donc on va rester sur le même concept que tout à l'heure, avec des produits qui vont certainement donner des nouvelles distances à se tenir des bâtiments habituellement habités par du public. Donc on est sur le même principe en réalité que la démarche des cours d'eau, dans le sens où donc le Conseil d'État, ce que je vous disais tout à l'heure, le 26 juin 2009, a rendu un arrêt qui dit qu'il n'y a pas assez de mesures de protection des riverains. Il s'est appuyé sur un rapport de l'ANSES du 14 juin 2019 pour demander... Non, c'est pas ça, pardon, excusez-moi. Le Conseil d'État a cassé l'arrêté et le gouvernement, pour reprendre un nouvel arrêté, un nouveau décret, s'est basé sur le rapport de l'ANSES. Et il propose, donc moi j'ai pas encore la réglementation puisqu'il a mis en consultation, donc aujourd'hui on ne sait pas ce qui sera retenu à la suite de cette consultation. Mais pour l'instant, la proposition de l'État, c'est de mettre des distances de 10 mètres à des maisons pour les substances considérées comme dangereuses. Et pour les autres substances, 10 mètres pour les cultures qu'on dira hautes, comme l'arboriculture ou la viticulture, et 5 mètres pour les cultures basses. Pardon. Ensuite, il y aura une possibilité de réduire ces distances en cas d'adoption de chartes de bon voisinage. Et dans ce cas-là, on passera à 3 mètres pour les cultures basses et à 5 mètres basse et viticulture, et 5 mètres pour les autres cultures. Et ensuite, il y aura tout un aspect sur le matériel de pulvérisation et les évolutions qui pourraient être données. Si jamais, dans la proposition actuelle du gouvernement, si jamais on découvre que les produits sont plus ou moins toxiques, il pourrait y avoir des ajustements de l'ANSES. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Merci pour vos réponses, Madame Campbell. À présent, Monsieur Langlais. Dans un premier temps, avez-vous des champs en bordure d'exploitation? Et si c'est le cas, estimez la surface que vous planterez une ZNT de 3, 5 ou 10 mètres sur votre exploitation. Alors oui, mon exploitation était au départ à l'extérieur du village, mais les différents propriétaires ont vendu des terrains, donc les maisons sont venues se rapprocher de l'exploitation. Donc c'est pas l'exploitation qui a bougé, ce sont bien les maisons et la commune. Donc l'État est complice du développement urbain qui vient aujourd'hui nous imposer. Donc si on se réfère à l'arrêté, mais tout n'est pas encore dit pour l'instant des personnes vulnérables ou des habitations, mais les chemins communaux, comment on les considère quand il y a des promeneurs, les bordures de route, les voies départementales et tout ça. Aujourd'hui j'ai mesuré, si on prend 3 mètres, moi ça va me représenter 60 arts. 5 mètres, 1 hectare 20, et 10 mètres, 2 hectares. Équivalent, 2 hectares, c'est 5 000 € de chiffre d'affaires de terre.
Donc c'est 10 mètres le long des habitations où on ne peut rien produire. Je dis bien rien produire, parce que vu que la réglementation dit aussi bien les produits de biocontrôle, donc si vous faites des cultures bio, c'est vraiment tout à la main, mais quand vous avez des ravageurs, allez enlever les dorifores comme dans les années 50, voilà, il faut vivre avec son temps. Les gens ne sont pas prêts à mettre l'argent sur la table pour dire on veut vraiment des pommes de terre bio. Le biocontrôle, j'ai rien à dire, les produits marchent, c'est peut-être aussi efficace que les produits de synthèse, j'en sais rien, mais de ce que j'ai pu essayer, ça marche aussi bien. Donc voilà, ça a un impact qui peut être très important, parce que je vous dis pour l'instant, c'est que j'ai pris que les habitations, et dans les habitations, j'ai compté un cimetière, parce que vis-à-vis de la réglementation, le cimetière est considéré comme une habitation. J'ai un terrain d'aviation qui me borde, c'est pareil, considéré comme habitation, donc on peut rajouter, j'ai pas compté, je vous dis, tous les chemins communaux, les routes départementales, parce que quand on est en périurbain, il y a des routes un peu partout, mais il y a aussi beaucoup de promeneurs. Donc jusqu'à ce présent, j'ai jamais eu de soucis. Et voilà, ça peut aller très très vite. Et donc, adaptez-vous déjà vos pratiques dans ces zones en particulier? Et que feriez-vous dans ces ZNT si elles devenaient obligatoires? Alors, je n'ai pas changé mes pratiques, parce que j'ai jamais eu de problème. Aujourd'hui, je traite au pied des maisons. J'ai jamais brûlé une fleur d'un voisin, j'ai jamais eu une plainte. Alors oui, je me lève tôt. Je commence à 4h ou à 5h du matin pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, on travaille à 50 litres d'eau hectare. On met des adjuvants systématiquement. Et tous les produits que j'utilise, ils sont utilisés au maximum à demi-dose homologuée. Mais sinon, en moyenne, on est à la quart de dose. Et en fait, je compense la dose du fait que je commence très tôt et j'interviens de bonne heure. Je ne laisse pas la maladie s'installer, en fait, j'anticipe les choses. Donc voilà, à l'heure actuelle, je ne brûle pas les fleurs des voisins, je ne brûle pas les bords de route et je ne crame pas mes cultures ou celles du voisin, du fait qu'on traite en bonnes conditions. Et pour la culture, je vous ai répondu tout à l'heure, c'est pour moi techniquement impossible, parce que 5 mètres de large, déjà, bon, par rapport aux machines, c'est compliqué, mais je vous dis, la réglementation aussi, au bout d'un moment, voilà, si les produits de biocontrôle, on ne peut pas les mettre en bordure, et on sait que 5 mètres, il faut déjà 3 ans, on va dire 2 ans, sans traitement, sans rien pour passer en bio. Donc ça m'étonnerait que l'agence bio accepte qu'on mette des produits bio sur 5, quoi, qu'on fasse de la culture bio sur 5 mètres, et puis le reste de la parcelle, on puisse cultiver normalement. Merci. Et donc justement, Madame Legrand, quel conseil donnez-vous déjà aux agriculteurs concernant la pulvérisation? Comme le disait Monsieur Langlais, forcément la qualité de l'application, les conditions d'application surtout, sont primordiales en fait pour permettre justement de travailler les doses, réduire le maximum. Comme vous le disiez, on utilise aussi des adjuvants pour garantir l'efficacité accrue du produit, notamment quand on baisse les doses. Donc c'est vrai, quand on ramène la quantité de molécules appliquées à l'hectare, voilà, on est sur des produits où on peut aller sur certains insecticides à 0,05. Voilà, ramener à l'hectare, le grammage de molécules est quand même très très infime. Donc effectivement, les conditions d'application sont primordiales. Et donc, dans le cadre de votre travail, est-ce que vous observez des changements de pratique ou de mentalité chez les agriculteurs? Mais aussi, font-ils attention à leur intervention, notamment par rapport aux habitations et la population en général? Alors oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, pour les exploitants avec qui je travaille, bien entendu, c'est des choses qui sont prises en compte depuis très longtemps. On essaie toujours de s'améliorer, travailler aussi avec les conditions climatiques qui ne sont pas toujours simples. Mais ceci dit, voilà, c'est des choses qui sont prises en compte depuis très longtemps par les agriculteurs. On peut toujours s'améliorer et on s'améliore toujours. Le matériel est de plus en plus performant aussi. La qualité des buses qui sont utilisées. On parlait tout à l'heure de bus anti-dérive. L'objectif, effectivement, c'est de faire de la grosse goutte et de permettre d'éviter le maximum la dérive. Et donc aujourd'hui, on essaie de travailler dans les meilleures conditions. Enfin, je pense que c'est la base. Personne ne veut chercher des problèmes avec son voisin, et notamment sur les problématiques de santé. Donc voilà, c'est des choses qui sont, voilà, je pense, comprises par beaucoup d'agriculteurs. Donc, Monsieur Schmitt, parallèlement à l'évolution des pratiques des agriculteurs, comment les machines s'adaptent-elles pour améliorer la qualité de pulvérisation et limiter les dérives des produits?
Ok, donc je vais essayer de répondre. Alors, déjà, avant de commencer, donc, ma collègue Laurence l'a dit très clairement, l'agriculteur fait quand même attention à intervenir précocement, en absence de trop de vent, hein, et quand il n'y a pas trop de vent, bah, c'est plutôt le matin, de bonne heure. Hein. Ça, c'est la première chose. Le matériel va aussi aider. Alors, il y a deux niveaux. Il y a un niveau plus soft, qui pour le moment est accessible en tout cas à tout le monde, c'est les buses anti-dérive. Ma collègue l'a dit aussi, le but d'une buse anti-dérive, pour expliquer à tout le monde, c'est de faire des grosses gouttelettes qui sont moins sujettes au vent. Et voilà, alors il faut aussi dire que si on emploie des buses anti-dérive qui font des trop grosses gouttelettes, c'est pas bon non plus, parce qu'il faut que ces mêmes gouttelettes puissent tenir sur des petites mauvaises herbes qu'on va viser avec du désherbant. Donc il y a un compromis à trouver. Et en tout cas, nous, dans nos CETA, on a fait intervenir des fabricants il n'y a pas si longtemps que ça, en 2016 et 2017. On a fait des tests avec des derniers cris de buses anti-dérive qui sont plutôt favorables et plutôt encourageants. Et demain, on se dirige vers une buse qui aura cette faculté anti-dérive et qui pourra être utilisée pour un bon nombre de traitements, qui pourra être utilisée sur une plage de pression assez large. Voilà. Et donc l'agriculteur pourra effectivement utiliser cette buse-là, et lorsque les conditions se dégraderont, un certain nombre de réglages pourront se faire assez rapidement, et la buse fera toujours un bon travail technique pour l'agriculteur. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième cran qui apparaît maintenant depuis quelques années dans les exploitations, qui n'est pas encore très répandu, mais ça va le devenir. Je tiens quand même à j'ouvre une parenthèse, je le referme tout de suite, mais on est dans une zone de grande culture où les agriculteurs sont plutôt bien équipés, avec de l'équipement récent. Donc ça aussi, ça devrait rassurer tout le monde. Et cet équipement fait tout doucement son entrée sur les fermes, petit à petit, au gré du renouvellement du matériel. Donc ça, je tiens quand même à le dire. Et dans l'équipement récent, aujourd'hui, on a des systèmes qui existent. Alors, pour citer une des firmes qui est Hardy, mais également Technoma, toutes les firmes de pulvérisateurs ont ce système-là maintenant depuis 2011, depuis 2012. C'est un système qui permet de changer de buse pendant le travail. Alors je m'explique. On a dit avant, une buse de traitement, c'est des gouttelettes, des tailles de gouttelettes en fonction d'une pression. Et cette pression-là, elle dépend du parcellaire, de la vitesse d'avancement, et également, elle pourra être changée en fonction de la vitesse du vent. Donc vous allez travailler, vous allez pulvériser un champ, et pendant qu'il y a cette pulvérisation, l'outil va s'adapter, il va changer de buse si le vent s'est levé. Si l'agriculteur a décéléré ou s'il accélère, ça va pouvoir changer de buse. Alors c'est pas encore très répandu, mais ça existe quand même déjà. On a dans nos CETA quelques gens qui sont équipés. Et donc effectivement ça répondra parfaitement à cette histoire de taille de gouttelette pour que les gouttelettes gardent toujours une certaine taille et ne soient pas dérivables par le vent. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est important. Donc ces différents systèmes qui s'appellent AutoSelect, mais également VarioSelect, enfin voilà, il y a des noms un peu barbares du jargon du machinisme, mais ça existe déjà et c'est vraiment quelque chose qui sera adapté à ces zones en périphérie des maisons, parce que quand l'agriculteur passe son premier tour en périphérie de maison, il a tendance à le faire plus doucement, parce qu'il ne va pas vouloir accrocher le matériel, entre autres, hein, et donc ça répondra parfaitement à cette problématique de dérive. Voilà. Et donc peut-on éviter totalement les risques de dérive? Alors, là aussi je vais répondre, on ne pourra pas totalement éviter. Alors, avant de redire ça, je tiens aussi nous à redire une chose pour rassurer le concitoyen, auquel on ne pense pas souvent, et puis je pense qu'il faut quand même le dire. Quand l'agriculteur décide d'aller en plaine, c'est qu'il a regardé la météo. Hein, ma collègue l'a dit, M. Anglais l'a dit, on regarde la météo, on regarde le vent principalement, ce qui est un aspect réglementaire aussi, on regarde l'hygrométrie, on regarde d'autres paramètres, et on décide d'y aller. Quand l'agriculteur décide d'y aller, je le redis, c'est tellement évident, mais j'aime bien le redire, il va commencer ses champs, tout le monde ne le sait peut-être pas forcément, par la bordure.
et pas par l'intérieur de la parcelle. Donc ça veut dire que c'est souvent quand même en bordure qu'il y a quand même les premières meilleures conditions qui sont souvent là, au moment de la décision d'aller traiter. Donc s'il y a de la dérive, ça va concerner plus l'intérieur de la parcelle si les conditions se dégradent, et je tiens quand même à le dire, et c'est valable pour chaque pulvérisateur. Quand l'agriculteur va décider de dire je fais un deuxième pulvérisateur de la matinée, c'est pareil, il va décider en fonction des conditions climatiques, il va commencer d'abord par la bordure, et il terminera par l'intérieur, ou par l'une des bordures, mais intérieure. Donc ça aussi, c'est important que tout le monde le sache. Après, en termes de dérive, est-ce qu'on peut éviter ou pas éviter? Alors il y a des essais qui ont été faits, alors pas par nous, Chambre d'agriculture, mais par une entreprise, une société qu'on a fait intervenir pour former les agriculteurs à optimiser leurs conditions d'application, qui est la société, donc je vais la citer, c'est AgriConseil qui est basée dans la Marne, avec qui on a travaillé pendant quasiment 10 ans main dans la main pour faire les formations. Et cette société a fait un certain nombre d'essais où elle a placé du papier hydrosensible, donc du papier qui retient les gouttelettes, sous la rampe du pulvérisateur, et du papier à 1 mètre, 3 mètres et 5 mètres à côté de la rampe du pulvérisateur, pour mesurer cette dérive. D'accord? Alors je vais donner 3 chiffres, c'est pas très compliqué, donc c'est des essais qu'on a entre les mains, qu'on a montrés aux agriculteurs. Alors, effectivement, voilà, il s'agirait un jour peut-être de les diffuser. La première chose, il a été mesuré, alors je vais aussi dire le chiffre que certains d'entre vous connaissent, la réglementation au niveau vent, c'est 19 km/h. C'est-à-dire que l'agriculteur a le droit de pulvériser jusqu'à 19 km/h, au-delà il n'a pas le droit, en tout cas réglementairement. Ça peut vous rassurer, au-dessus de 15 km/h, c'est pas conseillé de sortir un pulvérisateur, et quand on taquine les 19-20 km/h, techniquement, voilà, on ne fait vraiment pas du bon travail et l'agriculteur évite, ça c'est sûr. Donc il y a eu un essai de fait au champ avec une mesure à 16 km/h sur de la dérive, et à 16 km/h, on a fait des mesures à 5 mètres. Donc en fait, il y a de la dérive jusqu'à 5 mètres, avec une buse normale, je précise une buse qui n'est pas anti-dérive, à 16 km/h, on est arrivé à 5 mètres. Voilà déjà un chiffre. Après, on est allé dans le détail, il y a eu 2 autres essais. Il y a eu un essai avec toujours des buses normales, et dans cet intervalle de 19 km/h, nous on considère que techniquement, l'optimum, c'est 0 à 10 km/h. Donc on s'est placé à 10 km/h en vent de travers, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Déjà, on n'a pas toujours 10 km/h, et puis en plus, on n'a pas toujours un vent de travers. Donc dans ces conditions-là, ce qu'on voit avec une buse normale, on atteint, il y a des gouttelettes qui vont jusqu'à 3 mètres, au-delà de la rampe. Et lorsqu'on est avec une buse anti-dérive et toujours un vent de travers de 10 km/h, on est à 1 mètre. Donc ça répond un peu à votre question, c'est-à-dire que même si on a une buse anti-dérive et qu'on a un vent latéral de 10 km/h, on a quand même un peu de dérive, ce qui est logique, d'accord? Et après, il faut savoir que, comme je disais avant, l'agriculteur, quand il va tôt le matin, il n'y a souvent pas de vent, ou très très peu de vent, on n'est pas à 10 km/h, il n'est pas toujours latéral, d'accord? Il a pris la précaution de commencer déjà par la bordure quand il n'y avait souvent peut-être pas du tout de vent. Et dans ces cas-là, oui, il y a très très peu de dérive, quoi. C'est epsilon, quoi. Alors, je tiens à nouveau à le redire, il y a un autre indicateur qui est à la portée de tout le monde, qu'on oublie aussi nouveau de dire, c'est qu'il y a les parcelles agriculteurs qui sont voisins de plaine et qui ont des cultures parfois très différentes, qui ne tolèrent pas tel ou tel produit d'une culture de la parcelle voisine. Donc s'il y avait beaucoup de dérives, on le verrait déjà. Alors, voilà, par exemple, je cite l'exemple de cet automne où les conditions n'étaient pas toujours adéquates pour sortir un pulvérisateur. Cet automne, on peut voir de temps en temps, on a vu des parcelles qui étaient désherbées en blé, et un colza qui était à côté, qui a effectivement subi des assauts du désherbe en blé, qui n'a pas trop aimé, quoi. Et ça corrobore un peu ce qu'on voit en termes de dérive. Au maximum, ça va toucher 2 ou 3 mètres, pas plus que ça. En tout cas, ça ne va pas faire des oreilles de 100 ou 150 mètres dans le colza, voilà, sinon ça se verrait vraiment à l'œil nu. Donc dites-vous bien que déjà, avant de parler des bords de maison, il y a déjà des parcelles entre agriculteurs, quoi. Sinon les assureurs ne finiraient pas de travailler en plaine, et
Dieu sait qu'il y a beaucoup de cultures en Picardie différentes. Et on ne voit pas ce problème-là. Donc déjà, c'est aussi un indicateur, voilà, que je tiens vraiment à rappeler à tout le monde, quoi. Voilà. Merci. À présent, pensez-vous qu'une zone de non-traitement de 3 à 10 mètres serait suffisante ou, à l'inverse, ne serait pas justifiée? Alors bon, je suis un peu gêné, je ne suis pas décideur, je ne suis pas politique. Alors, ce que je pense, au vu de ce qu'on voit dans les essais, c'est que 10 mètres, effectivement, c'est sans doute de trop, parce que lorsqu'on regarde à l'inverse, à 10 mètres, ce qui se passe, c'est que l'agriculteur, il aura travaillé entre 20 et 25 km/h de vent, avec des gouttelettes de 200 microns, c'est-à-dire des gouttelettes plutôt fines qui sont à la limite de la dérive. C'est ce qu'on voit aussi dans ces fameux essais, quand on teste plusieurs vitesses de vent. Et donc ça voudrait dire que l'agriculteur a sorti le pulvé par 25 km/h de vent, et là, c'est pas possible, quoi. Enfin, voilà, il ne le fera pas, il préférera arrêter sa pulvérisation, temporiser, ou revenir par la suite, ou arrêter le matin, revenir l'après-midi, ou laisser le produit un jour dans le pulvé, à la limite, c'est possible. Voilà. Après, ce qu'on voit également dans les essais, c'est une distance qui serait voilà, autour de 2-3 mètres. Voilà, c'est ce qu'on voit communément, si vraiment les conditions se dégradaient. Et puis il y a le fameux chiffre que j'ai dit avant, c'est-à-dire si vous êtes en train de faire de la pulvée et que le vent se lève et qu'on a 16 km/h, oui, ça peut aller au maxi à 5 mètres. Bon voilà, je ne sais pas si c'est ça le chiffre pivot qu'il faut donner, mais en tout cas, voilà, mais en tout cas 100 ou 150 mètres, ça me paraît bien trop, si telle est la pratique, si l'agriculteur respecte effectivement les bonnes pratiques de pulvée, et il a tout intérêt à le faire, et il le fait d'ailleurs aujourd'hui le mieux possible. Hein. Le problème, c'est que le climat, il est changeant, et il peut très vite changer aujourd'hui, et on a le matériel que j'ai dit au début qui s'adapte et qui va permettre de répondre à cette réactivité nécessaire au changement climatique quand on part avec un pulvérisateur. Voilà. Merci. Monsieur Langlais, avez-vous déjà eu des retours positifs ou négatifs des riverains concernant vos pratiques? Non, j'ai jamais eu de plainte ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, quand je viens traiter, il y a des promeneurs au bord de la route ou des vélos, j'arrête la pulvée. J'attends 5-10 minutes qu'ils passent et je recommence une fois qu'ils sont passés. Voilà. Mais il y en a qui me disent merci, d'autres autre chose. Mais c'est tout. Mais non, j'ai jamais eu de plainte ou quoi que ce soit à ce sujet-là. Et je tiens à préciser que je suis agriculteur, mais je suis citoyen et je suis élu de ma commune. Donc quand je travaille, je gère les trois à la fois. On est tous citoyens sur cette terre, de toute façon elle est ronde, donc tout problème nous revient toujours. Donc aujourd'hui on parle des zones de non-traitement, mais on pourrait aussi parler de l'eau qui sort des stations d'épuration avec tout ce qui est antibiotique qui aujourd'hui repart dans les rivières. La rivière c'est dans la mer. Et ça les antibiotiques aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de stations qui sont capables de les extraire. Donc les produits phyto, ça se voit, ça sent. Les antibiotiques, quand on en prend, on n'est déjà pas bien. Donc c'est pas pour détourner le problème. Il y a des produits phyto, de toute façon aujourd'hui l'ANSES a épluché et en a viré une bonne partie. Il en reste encore à faire, mais aujourd'hui je crois qu'on est l'un des pays d'Europe, voire du monde. Au niveau des phytos, on est quasiment les plus blancs. Donc on n'a plus grand chose à se reprocher. Bon, il y en a qui trouveront qu'on ne fait jamais assez. Mais après, on est aussi une économie globale. Donc, moi, si on me dit demain, vous arrêtez tout, je dis d'accord, mais il faut me trouver des solutions tout de suite. Et pas dire, il n'y a qu'à Faucon, parce qu'aujourd'hui, l'État dit, il y a des solutions. Ils m'ont appelé, ils m'ont donné les solutions, c'est celles que je fais aujourd'hui. Sauf qu'au bout d'un moment, la nature, elle s'adapte. Je vois, je fais du colza. Je faisais donc des mélanges de colza précoce et tardif. Donc le but du jeu des précoces, c'est pour que les méligettes viennent manger les fleurs. Sauf qu'aujourd'hui, elles se sont adaptées. Les variétés, on va dire, très précoces, finalement, sont même plus assez précoces. Et donc en fait, quasiment tout fleurit en même temps. Donc aujourd'hui, si on ne fait plus d'insecticides, c'est ce qui se passe depuis 2-3 ans, il n'y a plus de colza. Voilà. Mais à l'inverse, à avoir trop traité, on a aussi des insectes qui sont devenus résistants aux insecticides, comme aux maladies. Donc il y a tout un raisonnement aussi à avoir et de la formation à faire auprès des agriculteurs. Donc voilà, il n'y a pas...
je pense qu'il y a une méconnaissance du monde agricole, de ce qui se passe, hein, ce qui a évolué, hein, avec ce que je disais tout à l'heure, au niveau de la technologie. Nous, quand on est passé avec la coupure GPS par tronçon, on économisait 5% de produits phyto. Du jour au lendemain. Demain, on passera à la coupure buse par buse, donc qui a un coût, mais on sera peut-être à 0,1% de croisement. Et encore, je ne sais même pas si vous croyez qu'il y en a. Aujourd'hui, vous regardez toutes les parcelles, on voit très bien dans toutes les cultures, dès qu'il y a des doublages d'azote, on voit que les cultures sont beaucoup plus belles. Donc c'est un indicateur aussi qui permet de montrer voilà, l'évolution, et quand on prend sur 40 ans, on a bien diminué la consommation de produits phyto en tonnes de 50% depuis 40 ans. Donc voilà, au bout d'un moment, on ne fait que diminuer, mais on ne pourra pas non plus descendre à l'infini, ou avec des solutions de biocontrôle, mais elle rentre dans ces tonnages-là aussi. Et par moment, il ne faut pas croire que la nature peut être plus gentille que les produits de synthèse. Il faut s'en méfier. Généralement, c'est à double tranchant. Et donc vous, Monsieur Lefebvre, en tant que maire, avez-vous déjà eu des retours de la population concernant les pratiques conventionnelles? D'abord, c'est marqué que je suis agriculteur. Je tiens à signaler que je suis agriculteur bio, et donc maire de la commune du Plessis-sur-Saint-Just depuis déjà quelques années. On a plus ou moins des retours, parce qu'en fait, ça va dépendre beaucoup de la configuration de la commune aussi. C'est-à-dire que si vous êtes en bordure ou pas d'un champ. Alors c'est vrai que moi sur la commune, comme entre les quelques pâtures qu'il y a et les champs qui sont les miens en bord de village, forcément, ils voient peu passer de pulvérisateurs le long de chez eux. Donc voilà, je tiens quand même à préciser qu'en bio, on peut être amené à utiliser des produits à condition qu'ils soient homologués bio, forcément. Mais ça ne garantit pas forcément non plus, selon ce qu'il y a dedans, la qualité. Ça reste pour certains des produits qu'on pourrait qualifier de produits, généralement on va dire phyto. Mais voilà, ils sont obligatoirement homologués bio. Donc c'est plus la vision du pulvérisateur. Alors, avec un certain nombre de contradictions qui sont comme par exemple, et c'est là je pense qu'il y a un gros travail de communication à faire, qui sont comme par exemple, si on veut une bonne qualité de pulvérisation, on va tâcher de le faire plutôt le matin ou le soir. Là, vous avez des gens qui vous disent pourquoi ils font ça la nuit, ils ont quelque chose à cacher. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse, c'est une question de qualité de travail et pas forcément vouloir cacher quelque chose. Donc les retours en ce qui me concerne sur ma commune, pas excessivement, parce qu'on n'est pas forcément concerné. Merci. Et donc vous avez dit que vous sortez quand même le pulvérisateur en agriculture biologique. Et comment réagissent les gens lorsqu'ils voient le pulvé dans les champs, malgré que vous êtes en nous? Alors c'est très très rare, hein. Moi je le sors très peu, hein. Je le sors que sur une seule culture, c'est sur la pomme de terre, parce qu'effectivement en pomme de terre, vous avez le mildiou notamment, ça tout le monde connaît, même celui qui a ça dans son jardin, il aura beau pas traiter, s'il ne fait rien du tout, il n'aura pas de pomme de terre. Donc on va effectivement intervenir avec des produits, je le dis, homologués bio, parce qu'en fait, si vous ne pouvez pas justifier de l'origine et de la qualité du produit, vous ne pouvez pas l'employer. On doit tout justifier en bio. Mais bon, quand vous intervenez sur du mildiou en pomme de terre, du cuivre, c'est du cuivre. Voilà. Donc il n'y a pas forcément... Mais on essaye au-delà de ça, on essaye de limiter au maximum les interventions. Donc dans un champ de blé, vous n'aurez pas de traces de tonneau. Merci. Et vous, Monsieur Langlais, que pensez-vous de cette vision de l'agriculture qu'ont les personnes du milieu extérieur, et que pensez-vous de ces ZMT? La vision peut être que tronquée, hein, quand on prend... Les médias reflètent, ils sont là pour faire du buzz, donc pour faire de l'audience. Donc ils vont prendre toujours le cas extrême des 5% soit d'agriculteurs ou d'automobilistes qui ne respectent pas la réglementation. Et voilà, donc on peut être que montré du doigt. L'éloignement de la population aussi du monde agricole, parce qu'il y a 30 ans, tout le monde avait dans sa famille quelqu'un qui était agriculteur, qui
qui habitaient plus ou moins à la campagne, voilà. Et aujourd'hui, avec les smartphones et Internet, tout va très vite. La vraie comme la fausse information, généralement c'est la fausse qui va plus vite. On prend une image et on lui fait dire tout ce qu'on veut. Donc c'est... Voilà, on a beau montrer, moi ce que je dis aux gens, j'ai rien à cacher. Il faut que les gens pensent qu'on est les premiers concernés, parce que déjà quand on fait le plein du pulvérisateur, on prend le produit qui est concentré. Donc on prend les plus grosses doses, c'est nous qui les prenons. Ou les sniffons comme on veut, voilà. Alors que celui qui est à l'extérieur, il est déjà dilué, donc il y a quand même beaucoup moins de risques. Et s'il y avait réellement, il y a eu des problématiques avec certains produits, aujourd'hui ils ont été retirés du marché, ou les formulations ont été changées ou autres, mais généralement ils sont retirés, dès qu'il y a plusieurs cas. Et s'il y avait réellement, je ne suis pas scientifique, hein, mais de très très gros dangers pour le concitoyen à être voilà, au bord des parcelles, il y aurait beaucoup plus de maladies, d'accidents, de cancers, j'en sais rien, de tout ce qu'on veut. Sauf qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui sont asthmatiques à cause de la pollution de l'air, du pollen ou autre? Voilà, aujourd'hui c'est multifactoriel. Et ici dans cette pièce, est-ce que les peintures sont de bonne qualité? Est-ce que la colle n'émet pas aussi des choses? Donc voilà, les études montrent qu'aujourd'hui les airs intérieurs sont plus pollués que l'extérieur. Donc il y a des torts de chaque côté. Donc le monde agricole améliore ses pratiques en fonction de ses connaissances et de sa formation et de l'évolution de la recherche. Hein, parce qu'on nous demande aujourd'hui, on va prendre l'exemple de la directive nitrate. L'azote qu'on met aujourd'hui, elle arrivera dans la nappe dans 40 ans. Donc on ne peut pas nous demander des résultats du jour au lendemain. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que depuis 15 ans, la dose de nitrate dans le sol sur les, on va dire, 15 premiers mètres, baisse. Donc ça veut dire que le travail est fait. Et voilà, sauf qu'il faut 40 ans pour que ça se fasse. Et l'agriculture, c'est une culture par an, donc c'est un cycle. On ne peut pas faire 50 cultures à l'année et dire on va essayer 36 choses. Non, c'est la nature et vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a une année, ça va très bien se passer. Je vois cette année en pommes de terre, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai fait 3 traitements anti-mildiou. Voilà. Alors que d'habitude, en moyenne, on en fait 10 à 12 et je suis équipé d'un modèle de précision et je suis les déclenchements. Et là, cette année, malgré qu'on ait eu des coups d'eau au mois de mai, tout ça, je n'ai pas traité. J'ai traité une fois au mois de juin et après c'était au mois de septembre. C'est tout. Alors que généralement, on traitait toutes les semaines pour éviter les contaminations. Donc on voit que la technologie nous aide à s'améliorer et à être plus performant justement sur l'utilisation des produits phyto. Après, pour revenir à votre question sur les ZNT, de toute façon, c'est politique. Nous, on aura beau montrer, et les scientifiques montrent les choses. Aujourd'hui, si on se met avec les papiers hydrosolubles, on voit qu'il y a un peu de dérive, d'accord? Si vous mettez un adjuvant, on la diminue encore. Et c'est quelle dose? Ce sont des nanodoses. Donc c'est insignifiant. Finalement, quand vous prenez un antibiotique, vous êtes encore peut-être plus concentré. Ou quand vous prenez je vois par exemple ceux, on va dire, qui ont des mycoses aux pieds ou autres, c'est les mêmes produits qu'on met dans nos champs. C'est exactement la même matière active. Donc il ne faut pas croire que les produits qu'on utilise pour les plantes sont toxiques pour l'homme, parce que généralement, on les retrouve dans beaucoup d'autres choses. Merci. Monsieur Lefebvre, que pensez-vous du regard des médias, mais aussi des personnes extérieures, et en général, que pensez-vous généralement des ZNT? Si je me situe en tant que maire, je trouve qu'effectivement, et ce que disait mon voisin, c'est qu'il y a beaucoup j'allais dire, relents médiatiques autour de ça. J'appellerai quand même mes collègues maires et je me pose la question, c'est si effectivement ils mettent des zones en ZNT, c'est-à-dire tout autour des villages de nos communes, à la rigueur, bon voilà, moins de produits phyto, on va limiter un risque, mais comment va-t-on entretenir
ces zones-là. C'est-à-dire que en tant qu'agriculteur bio, je vois très bien ce que ça donne quand il faut que vous entreteniez une parcelle. Donc si vous avez un objectif bien précis sur cette parcelle, si vous savez comment la mener et la maîtriser, ça va à peu près le faire. Maintenant, si on demande à un certain nombre d'agriculteurs de laisser toute une zone, alors on l'appellera comment? Une zone en friche, une zone mal cultivée, sur laquelle on ne mettra pas de produits de traitement. Donc moi aujourd'hui je le fais, hein, donc ça se gère, mais c'est géré dans le cadre d'une exploitation dans sa globalité. Alors je crois qu'il va falloir que les collectivités soient aussi conscientes qu'à un moment ou à un autre, elles vont se retrouver avec d'autres soucis qui seront voilà, la gestion de ces parcelles-là, parce que va-t-on demander à un agriculteur de continuer à soutenir des charges, à porter un certain nombre de frais sur des zones qui ne travaillera plus. Je pense que c'est assez compréhensible pour tout le monde de dire bah si, tu vas travailler 1 heure ou 2, mais pour rien, quoi. Donc ça, je pense que là-dessus, il va falloir qu'il y ait un certain nombre de démarches et de réflexions au niveau collectivité et donc commune sur le devenir de ces ZNT. Comment est-ce que ça va se régler? Et puis, bah, voilà, sur la partie média, malheureusement, on l'entend beaucoup sur toutes les polémiques autour d'un certain nombre d'émissions avec des partis pris, avec ceci, cela, avec, si j'osais le dire, un certain nombre de manipulations politiques. Dans un sens comme dans l'autre, on connaît effectivement des lobbies qui vont être plus économiques, qui vont être voilà, qui vont faire des pressions pour que certains produits continuent à être vendus et homologués pour pouvoir être utilisés. Mais aussi, on voit bien aussi un certain nombre de personnages ou de personnes politiques qui on va dire, essayent de surfer un peu sur la vague et de profiter de l'occasion pour essayer de se placer un peu en avant, quoi. Merci. Donc avant de conclure, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. Je ne vais pas poser une question, je vais compléter quelques petits points. Il y en a quelques-uns dans la salle qui me connaissent en tant que trésorier de Charles-Quentin, mais je suis avant tout agriculteur et maire de ma commune aussi et président d'un syndicat des eaux. Et donc il y a quelque chose qui moi m'interpelle dans l'aspect politique, c'est qu'aujourd'hui le monde agricole est peu nombreux et en face de nous il y a 60 millions d'habitants en France qui sont pour une grande majorité des électeurs et donc le gouvernement va de toute façon légiférer dans ce sens-là. Après il faudra trouver les arbitrages et il y a urgence. Ça c'est un point de vue qui on n'ira pas en arrière là-dessus. Deuxième point, tout ce qui a été dit, je le cautionne à 100%. Et moi, je suis sur une petite commune du Valois, on n'est pas loin de Roissy. Et donc, j'ai dans la commune des gens qui sont, pour un certain nombre, d'un certain niveau social, des pilotes de ligne, des hôtesses de l'air, des cadres sup qui bossent sur Roissy, entre autres, qui arrivent de Paris pour beaucoup, y compris des beaux quartiers, qui ont une tendance assez écolo. Et donc j'ai la question assez régulièrement, y compris quand on dépend de l'engrais. On va pas parler tout à l'heure, mais Pulvé il sort de temps en temps avec de l'engrais et c'est pas du phyto. Et donc je réponds en échangeant un petit peu, et effectivement il y a énormément de méconnaissance du métier, mais surtout de la façon dont on travaille. Je pense que dans le monde agricole, on a été très mauvais en communication depuis au moins 40 ans, 50 ans. On soit un peu plus jeune que moi je suis pas loin de la retraite, mais on n'a jamais bien communiqué. Vivons cachés, puis maintenant, c'est beaucoup trop tard. Il y a des actions qui sont faites et qui portent pas beaucoup d'effets. Après, au niveau des résidus, Jean-François a parlé des nitrates. Je reçois au niveau de mon syndicat des eaux des études de l'eau, des forages de l'eau qui est distribuée au robinet sur 22 communes plus Crépy-en-Valois. Je les ai tous les 2 jours. Il y a, ça doit faire 19 ou 20 ans,
Je recevais la feuille, il y avait 9 lignes. La norme des nitrates, qui est un peu arbitraire, mais qui est à 50 mg, on était à 57, 58, et j'ai été obligé de faire 2 forages supplémentaires. On a 4 forages maintenant, et on mélange les eaux pour être dans les normes. Aujourd'hui, je suis descendu à 40, et les scientifiques disent que c'est plus assez. Par contre, j'ai 7 pages des analyses. Il y a des choses qu'on trouve, et François l'a bien dit, dans des traces qui sont infinitésimales, voilà, excusez-moi, et qui sont entre 100 et 400 fois en dessous de la norme. Et quand je suis obligé de l'afficher au tableau d'affichage de la commune, les gens le lisent, et ils viennent me dire, ce truc-là, c'est dangereux, il y a des traces. Donc il y en a, même si c'est 400 fois inférieur à la dose homologuée. Et donc ça, c'est un problème de communication, et on bute là-dessus. J'ai une personne qui est très écolo, mais avec qui il est possible de discuter. Il y a d'autres personnes où, à partir du moment où on en trouve, c'est dangereux, même s'ils ne connaissent pas la matière active. Et donc c'est quelques points qui je souhaitais... et je suis aussi interpellé régulièrement, y compris il y a 15 jours, 3 semaines, avec le pulvé qui était au coin du champ. Il ne traitait pas. J'étais à pied dans le champ, je m'apprêtais à désherber un blé, et je me suis fait incendier par quelqu'un du village voisin qui se baladait à pied. On a essayé de discuter, c'est même pas la peine. De toute façon, vous nous enfumez, vous nous empoisonnez, et ainsi de suite, point barre. Et monsieur est parti sans vouloir échanger plus que ça. Et donc c'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus. Bon, toi, tu es quand même pas loin de Soissons. Au pied de Soissons, c'est quand même la ville, donc tu peux être confronté assez vite à ça. François est pas loin de Saint-Just, mais c'est quand même une région un petit peu plus rurale. Ça sera peut-être pour dans quelques années. Et c'est quelque chose où on a beaucoup de mal à faire passer des messages. Merci. D'autres questions? Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez, est-ce que aussi notre mode de communication, vous disiez, qui est quand même problématique, la bataille médiatique qu'on est un peu en train de perdre depuis longtemps dans l'école, est-ce qu'aujourd'hui on le voit avec donc, cette histoire de ZNT, quand on voit les agriculteurs qui se mettent à bloquer des ronds-points comme ce qu'ont fait les Gilets jaunes pendant maintenant 1 an, est-ce que justement c'est pas ça le problème aussi, c'est le fait que on n'arrive pas à trouver un mode d'action entre guillemets pour se faire entendre qui nous fasse passer et qui soit bon pour notre image aussi, parce que après moi je peux aussi comprendre les gens, quand on a pris 1 an de Gilets jaunes où on les a insultés de tous les noms et qu'après on veut se faire entendre, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose. Et il y a un moment je trouve que c'est un peu une sorte de serpent qui se prend un peu la queue, si je puis dire. Dans ce sens-là, je pense que, si je me permettais, l'espoir c'est vous. Nous on arrive, comme vous dites, ça fait plus de 30 ans que je suis dans la profession, plus de 30 ans que j'entends que l'agriculture ne sait pas communiquer, et ça n'a toujours pas forcément foncièrement évolué, la preuve en est aujourd'hui. Je pense que c'est vous, c'est les jeunes qui arrivent, qu'il va falloir que vous réfléchissiez profondément et sérieusement à ça, sur de quelle manière le monde agricole va pouvoir communiquer. La réflexion de mon voisin là-dessus, sur il y a encore quelques années, vous rencontriez quelqu'un, il se rappelait de son père ou de son grand-père qui avait travaillé dans l'agriculture. Aujourd'hui, c'est plus rien, c'est fini ça, à ce temps-là. Donc oui, il va falloir trouver certainement des modes de communication pour faire passer le message. Je vais juste rajouter une petite chose. Vous avez tous les ans le salon de l'agriculture. Quand ils font le sondage à la sortie du salon, on aime les agriculteurs. À 20h. À 21h, c'est fini. Et ça, ce sont les médias. C'est la vision de Paris. Parce que je pense que, oui, vous avez raison, il y a toujours des énergumènes, et généralement, ils sont extrémistes et on n'arrive jamais à discuter avec eux. Bon, c'est tout. Il faut être ouvert. On est dans un monde global. Ça ne peut pas être blanc ou noir. Il vaut mieux être gris que tout noir ou tout blanc. Parce qu'on sait très bien que ça ne marche pas. Et ce qui se passe, c'est soit la guerre, c'est les uns contre les autres. Il faut faire... La vie est faite de compromis. C'est tout. Donc on travaille avec le climat, mais les gens
Parce que si les gens prennent... Moi, je connais rien à l'éducation nationale. Enfin, je vais voir un reportage, mais je vais dire, les moyens de prof, ils font rien. Ils ont qu'à bosser plus. Voilà, c'est tout. Ben, on peut tous donner un avis, mais on ne sait pas réellement ce qui se passe derrière et le travail qui est fourni. Aujourd'hui, le gros problème en France, c'est que les scientifiques, je dis bien les scientifiques, ne sont pas reconnus. Ça, on va leur faire confiance sur le nucléaire. Alors pour moi, le nucléaire, c'est bien plus dangereux que les phytos. Donc on a des agences gouvernementales, et ainsi de suite, donc ça, on ne va rien dire. Par contre, des scientifiques qui font des recherches, vous avez toutes les agences qui vous disent que le glyphosate, ben, finalement, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y en a qui disent oui, d'autres qui disent non. Quand c'est un gène probable, on n'en sait pas plus. Voilà, on sait que de toute façon, on en utilise, mais on se porte comme tout produit phyto. Mais aujourd'hui, c'est peut-être le moins mauvais de la planète. Et aujourd'hui, si on retrouve du glyphosate dans l'alimentation, ça ne vient pas de France. Parce qu'en France, il est interdit de traiter des plantes qu'on va récolter avec le glyphosate. Alors que tout ce qui vient du Brésil, Canada, Australie, tout ce que vous voulez, peut s'autoriser. Nous, en Europe, surtout en France, c'est interdit. De toute façon, les OGM sont interdits en Europe. Donc la question ne se pose pas, c'est niet. Donc voilà, le glyphosate aujourd'hui, et c'est pas ce qu'on met tout le temps, je pense que vous le savez, le glyphosate, ça tue les plantes vertes. Donc si vous voyez quelqu'un qui vous dit vous êtes en train de traiter, vous êtes en train de mettre du glyphosate, ben non, si t'en mets, c'est que tu tues tes cultures. Donc c'est pas fait pour ça. Et je tiens à préciser, sur ma commune, j'ai des cours d'eau. Je fais aussi partie d'un syndicat des eaux parce que j'ai 3 captages dans mes champs. Jusqu'à présent, je touche du bois, mais au niveau voilà, des phytos, on n'a aucune trace. Et des nitrates, pareil, on a 9 microgrammes, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, la communication, c'est important. Comment la résoudre? Alors oui, il y a les réseaux sociaux, mais quand on regarde, généralement, ils sont un peu trop fermés. On va échanger entre agriculteurs, mais le meilleur moyen, voilà, pour moi, c'est ouvrir les fermes et discuter, mais on arrivera toujours à discuter avec le citoyen du milieu rural, mais pas l'urbain qui vient de Paris. Parce que lui vient avec ses images préconçues, il a déjà son pouvoir d'achat, donc il veut venir à la campagne, comme vous avez dit, pour être tranquille, il va avoir une nuisance, aussi bien olfactive que sonore, avec les mêmes avantages qu'à la ville, sauf que voilà, les communes n'ont pas tous les moyens financiers que peuvent avoir les grandes villes. Donc la vie est faite de compromis. Je vais essayer de répondre aussi à ta question sur la communication. François l'a dit, la balle elle est aussi dans votre camp. C'est vous la jeunesse, c'est vous l'avenir. J'étais jusqu'il y a peu de temps administrateur de la coopérative Agora, qui est basée à Compiègne. Donc, le siège est à Compiègne. J'ai participé à un certain nombre d'après-midi et de journées dans le cadre de l'Agora des collèges, avec des jeunes en 4e, 3e. Bon, Pierrefonds, ça ne s'est pas si bien passé que ça, pour finir. Mais dans d'autres écoles du secteur, où les contacts sont assez intéressants, y compris avec les enseignants. Et les jeunes sont très à l'écoute de découvrir, et ça permet de passer des messages. Je vais vous raconter 2-3 petites anecdotes par rapport à ce qui vient d'être dit. Le Roundup, Bruno va nous dire, ça a 40 ans au moins. Quand je me suis installé en 79, ça existait déjà. C'était très cher à l'époque par rapport à aujourd'hui. On en utilisait très peu, et moi j'en ai utilisé sur de la renouée amphibie en vallée, et à des doses importantes pour arriver à les détruire, sur des tâches comme ça. Et la publicité de Monsanto à l'époque était de dire qu'il n'y avait aucune toxicité, parce que les éleveurs se posaient la question sur les herbages, pour traiter des chardons, des choses comme ça, par rapport à leurs vaches, ou c'était des vaches dans le secteur. Et au niveau du CETA de la vallée de l'Oise, on a fait venir un technicien de Monsanto, et j'en ai fait partie, on en a tous bu un verre. Il y a 40 ans, je n'étais pas spécialement bon ni mauvais, ça vaut pas un bon vin rouge, mais je suis toujours là, et je n'ai pas un cancer, ou je ne suis pas malade. Bon, j'ai quand même fait, il n'y a pas si longtemps que ça, avec un groupe de copains, des analyses de sang pour voir toutes les saloperies, entre guillemets, que j'avais dans le sang. Il y a une liste de 78 produits.
Quand on les regarde un peu, les doses sont très faibles, mais il y en a quelques-uns qui sont quand même pas terribles. Donc on verra l'avenir. J'ai 65 ans, j'espère encore avoir quelques années devant moi. Mais la communication, pour revenir là-dessus, c'est tout un chacun. En tant qu'agriculteur, j'ai aussi, on fait un peu de légumes, en dehors des pommes de terre, des oignons, en grande culture, mais on fait au niveau potager. On a un distributeur automatique de fruits, légumes et autres à la ferme. Et donc on rencontre du public local, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, dans nos communes, on a aussi des résidences secondaires. Et le bouche à oreille, Facebook et ainsi de suite fait que ça marche plutôt bien. Mais quand on voit arriver des gens, j'ai raconté ça à François tout à l'heure, quand on voit arriver des gens et qui nous demandent très naturellement si tous les produits qui sont dans le distributeur sont bio, je leur réponds oui pour un certain nombre et je leur explique, et je leur réponds non pour les oignons et les pommes de terre parce que je ne sais pas faire avec le climat qu'on a. Pommes de terre bio sous tunnel ou dans certains contextes, comme le fait François, dans certaines variétés, c'est possible, et encore pas toujours facile certaines années en fonction de la météo. Mais au sud de la France ou en Espagne, sous tunnel, c'est beaucoup plus facile. Bon, ça c'est... on peut communiquer avec les clients qui viennent sur place. Il y a des jours où c'est 30, 40, 50 clients quand même différents. Alors, ça revient un peu les mêmes. Mais un dimanche matin, il y a 3 semaines, j'ai vu arriver un gros 4x4 Volvo avec une dame très sympa, plutôt mignonne, qui me dit est-ce que tout ça c'est traité au Roundup? Il y avait des pommes de terre, des oignons, des carottes, des poireaux, et j'en passe. Et je lui explique un petit peu, je vais lui montrer derrière ma maison où j'avais traité une allée de petits cailloux avec du Roundup, c'était tout jaune. Et je lui dis, le Roundup, ça c'est l'effet du Roundup, c'est un désherbant total. Donc si je fais la même chose dans mes champs, je ne vais pas récolter grand-chose. Et dans la discussion, c'est une dame qui avait le cerveau qui fonctionnait très vite, très très vite, je m'en suis aperçu, et j'étais jusqu'à lui demander qu'est-ce qu'elle avait fait comme étude. Tellement ça fonctionnait vite. Bac à 15 ans, major d'HEC, un MBA aux États-Unis, 11 années d'études, DRH de chez Bouygues. Et elle finit par me dire que dans beaucoup de dîners parisiens, on dit que tous les agriculteurs traitent tous leurs champs avec le Roundup. Donc, comment on fait pour communiquer là-dessus? Alors je lui ai quand même dit, maintenant que vous allez retourner dans vos dîners parisiens, vous allez dire que c'est pas vrai. Est-ce qu'elle sera entendue? Je suis pas sûr. Mais bon, moi j'ai fait passer des messages comme ça, j'en fais régulièrement, mon fils et ma belle-fille aussi, mais c'est des petites gouttes d'eau. Et si tous, individuellement, on fait des petites gouttes d'eau, ça ferait des grandes rivières. Et c'est le truc, le Roundup, par exemple, je me souviens une fois, le JT de France 2 qui passe un truc, on voit, ils annoncent le sujet sur le Roundup, et qu'est-ce qu'on voit? On voit un mec en train de traiter du blé qui est haut comme ça, et on voit avec marqué Roundup, problème de traitement, machin, tout ça, et le mec est en train de traiter du blé. Alors forcément, c'est pas... Non, mais les images, on sait très bien qu'on les fabrique comme on veut et les messages, on les diffuse comme on veut du moment que ça fait de l'audience, le 10 mat et qu'on vend le journal. Donc c'est l'ensemble de la communication, mais je ne pense pas qu'on arrivera à inverser une tendance, la tendance actuelle, par de la grande communication. Il y a quelques années, on s'était payé des pages complètes dans les journaux nationaux. Ça coûtait une fortune, l'effet, 0. Alors que si tout le monde individuellement, à notre échelle, localement, sur nos exploitations, moi je fais visiter l'exploitation une fois par an avec les gens du village, pour expliquer un petit peu comment on fait, pourquoi on le fait, avec les contraintes que l'on a. Si tous les agriculteurs faisaient ça dans leur village, c'est déjà pas mal. Après c'est plus compliqué avec la ville. Aujourd'hui, 80% des gens habitent en ville quand même. Merci. D'autres questions? Non. Donc voilà, pour conclure, nous donnons la parole à... Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose là, par rapport à ce qui s'est dit. Donc, il n'y a pas de problème à tout ce que j'ai entendu. Moi, je pense qu'avant tout, effectivement, en communication, bon, il faut dire qu'on n'est pas bon.
Il y a beaucoup d'agriculteurs du Valois, effectivement, qui ont organisé des petits tours de plaine pour leur commune. Voilà, et ça, je trouve ça c'est très bien à l'échelon local, on fait ce qu'on peut. Après, je pense quand même que chaque citoyen, chaque concitoyen doit réactiver ce qu'on disait un peu avant, le bon sens, quoi, tout simplement. On parlait du Roundup qui ne peut pas être vendu sur les cultures, sinon tout serait jaune en pleine. Je vais aller jusqu'au bout. Et dire tout simplement que les produits phyto, ils coûtent quand même quelque chose à l'agriculteur. Comme il y a un agriculteur qui pulvérise dehors, c'est le passage, le coût du produit, c'est 5 à 40 euros. Ça dépend le produit, sur quelle culture, etc. Donc c'est pas rien. C'est quand même, hein, quand vous avez des parcelles de 10, 15, 20 hectares, vous faites vite un calcul, hein, c'est 40 euros par hectare ou 30 euros par hectare en moyenne. Voilà, c'est une certaine somme. L'agriculteur, il n'a aucun intérêt à ce que ce produit-là, il dérive ailleurs. Il a tout intérêt à ce que ça soit appliqué sur ses cultures par rapport à sa cible, lorsqu'il est obligé de soigner ses cultures, parce que le climat, voilà, il se déchaîne parfois, il ne suit pas forcément. On ne peut pas tout régler avec ça. On peut parler pendant longtemps de changement climatique, mais en tout cas, voilà, lorsqu'on fait une intervention, il y en aura peut-être de moins en moins des interventions aussi, parce qu'il y a moins de produits. Ces produits qui restent, on parlait de ZLT avant, seront de plus en plus réglementés, de plus en plus difficiles à utiliser. Et donc l'agriculteur, de moins en moins, il a intérêt à, si on peut dire, gâcher ses produits, hein. Il a intérêt à les préserver, pour qu'on ait quand même une aide dans certains cas où on ne pourra peut-être plus les utiliser, où on devra peut-être les utiliser parce que, cas de force majeure, le climat aura fait des siennes. Vous le savez tous, hein, on est tous, quand je dis de bon sens, on voit tous qu'on a de moins en moins d'hiver, on n'a pas d'hiver marqué comme il y a 20 ans ou il y a 25 ans. Donc forcément, ça engendre aussi un peu plus de maladies et de parasitisme, voilà, il faudra faire face aussi. Donc c'est complexe aussi d'évoluer dans ce milieu avec un climat qui change, et c'est pas toujours évident, hein. Mais dites-vous bien que ça a un coût, et que l'agriculteur a vraiment intérêt que ce produit soit le mieux utilisé, et le moins volatilisé, et le moins dérivant. D'accord? Donc ça c'est important, une fois qu'on sait ça, voilà, on sait qu'il y aura, enfin, M. Langlais l'a dit avant, hein, ils vont se réveiller tôt, ils font des traitements lorsque la plante est réceptive, et tout ça c'est important de le comprendre, c'est un ensemble, hein, et c'est juste ça le bon sens. Et si tout le monde se réactive déjà à une petite partie de bon sens, la communication sera peut-être plus facile aussi. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres réactions? Moi simplement j'aurais voulu ajouter, dans les actions qui peuvent être menées mises en œuvre également, il y a les PLU, et ça c'est quelque chose que les agriculteurs n'ont pas forcément conscience de l'importance du document d'urbanisme. Et je pense que la planification urbaine c'est quelque chose d'essentiel pour avoir un bien vivre ensemble. Parce qu'effectivement, quand on a un lotissement qui se construit dans une commune, eh bien, il faut prévoir ces aménagements en bordure de parcelles. Donc soit ça peut être de demander aux lotisseurs d'installer des haies au bord du lotissement. Ça se fait dans certaines communes où on a une bande enherbée et une haie qui sont du coup déjà prévues dans la mise en place du lotissement. Comme ça, on a déjà, cette ZNT, elle est déjà faite en réalité. Et on n'a pas de problème avec les gens qui viennent s'y installer, parce qu'effectivement, généralement, ils viennent de la ville. Et voilà. Et donc ça, c'est des actions sur lesquelles les agriculteurs ont leur mot à dire, parce que d'aller voir comment le PLU est fait, s'il y a un lotissement, s'il est en bord de ces parcelles, comment est-ce que ça va être aménagé. Ça, c'est des choses qui sont à la portée de tous les citoyens. Y a-t-il d'autres réactions ou d'autres questions dans le public? Ce qui vient d'être dit est très important. Et chaque agriculteur peut jouer là-dessus tant qu'on est en PLU classique. Aujourd'hui, on va évoluer assez vite en PLU intercommunal et ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'est quelque chose qu'il faudra mettre en avant systématiquement si on nous impose ces contraintes-là. Après, aujourd'hui, c'est des contraintes franco-françaises. Moi, j'ai une autre activité qui est production de semences potagères en région centre. Avec mon frère, on travaille sur bien au-delà de l'Europe. Et j'étais encore en Pologne la semaine dernière. Ils utilisent encore du diméthoate à pleine dose.
sur pratiquement toutes les cultures, chose qui est interdite en France depuis 20 ans. Hein? Oui, au moins 15 ans. Mais, et donc on est quand même sur les mêmes marchés. Aujourd'hui, c'est le marché mondial. Et il y a quand même des distorsions de concurrence qu'on n'arrive pas à mettre en avant et on n'est pas entendu là-dessus. Et c'est une vraie réalité. Y a-t-il d'autres questions? Non. Pour conclure, nous allons donner la parole à Monsieur Lefebvre. Bien, merci. Les jeunes m'ont demandé de faire la conclusion. J'aurais trouvé bien que ce soit eux qui la fassent. Après tout, ils ont apparemment beaucoup bossé sur leur dossier. Voilà, je crois que... Ah, et puis c'est une petite information pour ce PLU, c'est plan local d'urbanisme, toute commune est censée alors y passer. Alors on a eu des postes et machin, vous aurez tout un tas de termes qui existent différents. Mais donc c'est une réglementation officielle qui est actée par un certain nombre d'organismes qui sont l'État, l'architecte des bâtiments de France si vous avez des monuments, la Chambre d'agriculture qui participe, enfin tout un tas de règles très carrées, très légales qui disent ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire dans une commune et qui, en l'occurrence là, vont déterminer un certain nombre de zones et notamment ce qu'on appelle les zones agricoles ou les zones constructibles. Donc c'est effectivement très important que le monde agricole participe parce qu'en général, si je prends ma commune, il y a un peu plus sur le territoire 700-750 hectares. Le village en lui-même, il représente très peu au milieu en fait. Tout le reste, c'est les terres agricoles. Et donc forcément, on est bordé. Et donc je pense qu'à tout citoyen, agriculteur ou non d'ailleurs, il a intérêt à se renseigner un petit peu sur ce PLU parce que ça va déterminer beaucoup de choses sur l'avenir et notamment donc sur ces histoires de zones où on pourra intervenir ou pas. Voilà, ça c'était le petit. Alors après, donc ces jeunes là qui ont organisé ça, c'est très bien de mettre une table ronde autour de ça parce qu'on l'a dit au départ. Alors on est peut-être là face à un public un petit peu plus convaincu ou qui se sent concerné et qui va être peut-être un petit peu plus hors débat média parce qu'effectivement les médias apportent une certaine image et ça correspond à ce que disait ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui 80% de la population vit en ville, donc ils n'ont plus forcément la notion du coq qui chante parce que finalement entre le coq et la ZNT on n'est pas bien loin, c'est le problème de la ruralité et des gens qui y vivent et qui sont de moins en moins concernés et attachés à cette ruralité. On parle souvent dans certaines communes de communes dortoirs, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les gens ils rentrent le soir, ils partent le matin et ils sont là le week-end. Bonjour l'agriculteur quand il veut passer avec la moissonneuse à 2 h du matin à côté de la maison. Au-delà du bruit et du nuage de poussière qui passe, voilà, il y a quand même un certain nombre de choses comme ça. Donc, je pense que c'est ce qui était dit aussi, de moins en moins de gens à la campagne qui sont en lien direct avec les activités de la campagne. Et là, on a, ce qu'on disait tout à l'heure, un sérieux souci de communication. Et je pense que pour l'avenir, c'est là où il va falloir énormément travailler parce qu'il y a des idées fausses. Aujourd'hui, vous voyez tous... alors comment ils disent les fake news, c'est ça qu'on entend partout sur les réseaux internet et tout. Ça, il faut absolument, je pense que ça c'est un phénomène de société en général il faut qu'on arrive à quelque part arrêter ça parce que ça peut détruire énormément de choses, énormément de monde. Donc soyons très prudents vis-à-vis de ça et je pense que une table ronde comme celle-là, j'espère qu'elle va nous ouvrir tous à cette idée qu'il faut que on évolue vers une plus grande ouverture et une plus grande attention à ce que font et ce que vivent les autres. C'est ça aussi, la ZNT, c'est qu'est-ce que vit l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce que vit celui qui est derrière dans son jardin et celui qui est de l'autre côté du chemin dans son champ. Voilà, je pense qu'on pourrait conclure comme ça. Merci. Donc, et donc en tant que maire, est-ce que vous agissez pour la communication? Par exemple, ouvrez-vous votre ferme? Alors,
Là, c'est pas monsieur le maire, c'est effectivement. Alors, globalement, moi, je suis passé dans une agriculture qui va forcément essayer de viser plus la proximité, le local. Je vais dire, dans mon domaine, on a dépassé le bio, on est passé au bio local, parce que finalement, on va pouvoir nous envoyer des produits bio de l'autre bout de la planète. Je ne ferai jamais de banane en Picardie. En revanche, c'est-on jamais. Effectivement, avec le réchauffement climatique, on y arrivera peut-être un jour. Mais entre-temps, on essaye de faire pas mal de produits que les gens peuvent consommer en direct. Et pour la petite histoire, je participe au marché du terroir une fois par mois à Saint-Just-en-Chaussée. L'objectif est certainement pas le chiffre d'affaires que je vais y faire, parce que ça représente très peu par rapport à la production. En revanche, c'est vraiment le contact. Et avec les gens, c'est discuter. Les gens, ils viennent, on discute avec eux du produit, de ce qu'on fait. Voilà. Et là, il y a une grande part de communication qui se fait, et où les gens disent « Ah bon, vous faites ça, c'est bien, et comment vous faites ci, et comment vous faites ça ?» Enfin, voilà. Ça fait partie, effectivement, c'est le terrain, c'est le contact. Mais malheureusement, je contacte comme ça quelques centaines de personnes qui sont en plus ou moins de ma région. Je ne contacte pas les médias et c'est pas diffusé à l'échelle nationale ou plus, j'en sais rien. Donc, merci. Merci aux intervenants. Merci également au public pour votre attention. Merci aussi à l'établissement pour sa participation dans le projet. Et nous souhaitons également remercier le Crédit Agricole Brive Picardie pour son partenariat. Voilà. Donc, merci. Donc, pour les personnes extérieures à l'Institut, nous vous proposons un pot de fin de table ronde dans la salle juste derrière l'amphithéâtre.